Merci et bonjour. Donc on m'a demandé de parler un peu des échantillons passifs qui sont encore un peu mythiques, j'ai un peu l'impression. Nous on s'est lancé on a commencé en 2008-2009, un peu tête en avant, avec les échantillonneurs, et ensuite on a commencé à les utiliser un peu partout. Donc on les utilise aussi maintenant en step, en entrée-sortie de step, et ça marche. Avec des petites astuces, ça marche. Donc on a essayé de les utiliser pour beaucoup de molécules, pas seulement les pesticides, mais aussi dans beaucoup de contextes qui ont des caractéristiques très très différentes, ce qui nous permet d'avoir une bonne vue sur les performances des échantillonneurs et comment les utiliser, parce qu'il faut être quand même un peu critique comment on les utilise. Le message d'aujourd'hui, c'est effectivement d'utiliser les échantillonneurs passifs pour vraiment faire des bilans massiques. Et qui dit bilan massique dit aussi calcul de charge. Et là, ça devient vraiment important d'aller sur un échantillonnage en continu qui est fiable. Donc la situation classique, on a vu, on a commencé dans les eaux souterraines. Là, c'est moins problématique, sauf s'il y a des fast breakthroughs, comme on dit en anglais. Mais normalement, c'est assez stable. Donc, l'application d'échantillonneurs passifs dans les eaux souterraines, ce n'est pas la première application. Mais si on va dans les eaux de surface, alors là, c'est toute une autre musique. Et c'est assez clair si on regarde un peu les propriétés des substances, comme par exemple ici la bentazone qui est affichée, donc qui sont, d'abord ce sont des substances qui sont appliquées à un certain moment pour un objet très spécifique, et qui, à partir de ce moment, ont une période, une fenêtre d'opportunité, de mobilisation qui s'ouvrent et qui dépendent de leur log KOC et de leur temps de demi-vie. Donc pour la bentazone, ce qui est un exemple, il y a 1-2 semaines à 3 semaines où elle peut se mobiliser pour aller dans les eaux de surface, et après on ne voit plus rien. Et donc il faut être vraiment à cheval pour aller l'attraper. Et donc là je montre un exemple pour une autre substance, la succotrione. Vous voyez, c'est un événement très court, donc c'est 10 heures, c'est moins de 10 heures. On a un pic de 3,5 microgrammes par litre. Alors, aller chercher cela avec un échantillonnage manuel, il faut faire du camping à côté. Donc, le premier message, c'est il faut être très, très vigilant que, justement, les échantillonnages manuels, on risque de louper un peu tout. Et les substances qu'on détecte sont souvent les substances qui ont une plus longue vie et qui sont plus présentes. Donc il ne faut pas se leurrer des statistiques qu'on a vues toute la journée. Il y a souvent un biais déjà dans ces statistiques parce que le schéma d'échantillonnage n'est pas adapté aux substances. Voilà, donc il y a un peu deux approches que nous, on essaie aussi de couvrir. Donc, on vient un peu du côté DCE, donc Directive Cadre Eau, qui est une catastrophe pour les pesticides parce que ce n'est pas du tout adapté. Tout le système, échantillonnage, y inclut aussi de l'évaluation des risques, n'est pas adapté à la présence des pesticides, il faut le dire tout clairement. Il y a aussi le problème justement qui vient un peu du côté analytique, que les substances couvertes ou analysées ne sont pas vraiment celles qui sont utilisées en agriculture, et non plus il y a un problème de suivi. Ce qui est essentiel, que je trouve aussi pour le conseil agricole, c'est vraiment de pouvoir dire dans un bassin versant quelles sont les charges qui sortent du bassin versant. Vraiment de travailler en charge pour dire telle dose a été appliquée et ça c'est le résultat. C'est très important aussi pour justement si on fait du conseil agricole, si on commence à prendre des mesures, d'avoir justement un retour qui soit fiable. Et nous on a fait l'expérience avec les agriculteurs dans le nord du Luxembourg. Je peux vous dire, si on sort des données, on peut lui dire, voilà, vous avez utilisé tel et tel produit,
à telle quantité, ils sont un peu gênés, quoi, parce qu'ils se sentent un peu attrapés, et ça rend une crédibilité qui est beaucoup plus grande si on jongle juste avec des concentrations et qu'on dit qu'on ne comprend pas vraiment. Et là, on dit carrément, ben, en cette période, vous avez utilisé ce produit-là, et on peut très bien le détecter, et c'est quantitatif. On est à un tout autre niveau de discussion tout de suite. Donc, mais le problème, c'est que les calculs de charge nécessitent vraiment une couverture en continu, et il y a deux techniques. L'une, c'est l'ancienne, c'est l'échantillonneur automatique, alors c'est fast, c'est très laborieux. On en installe un, on en installe peut-être 3, mais alors c'est fini, parce qu'il y a trop d'échantillons, point de vue maintenance, c'est incroyable. Et c'est aussi, disons, il n'y a pas d'assurance que ça marche tout le temps, parce qu'un échantillonneur, il a 12 bouteilles, il en a peut-être 24. Et une crue peut durer plus longtemps, on arrive à changer les bouteilles à temps, l'échantillon ne démarre pas, ça arrive aussi. Donc, c'est pas sûr qu'on attrape tout. Ça dépend aussi un peu des critères et des réglages qu'on a fait sur l'échantillonneur, donc c'est pas si évident que ça de tout couvrir. L'échantillonneur passif, par contre, lui, il est là tout le temps et il échantillonne. La question, est-ce que c'est quantitatif? Est-ce que c'est vraiment exploitable? Bon, il y a l'avantage, là, vous voyez la boîte à Pokis. Nous, on utilise les fameux Pokis. La boîte est grande comme ça, donc on peut l'installer d'abord en grand nombre et aussi un peu où on veut, donc à la limite aussi dans un drainage. Donc on peut avoir aussi une résolution géographique très grande, ce qui apporte un grand plus pour bien comprendre ce qui se passe à différents niveaux d'échelle, mais aussi à différents niveaux d'utilisation. Et à ce niveau, on n'arrive pas avec des échantillonneurs automatiques. Donc pour vous donner un peu une idée de la performance des échantillonneurs passifs et aussi de leur sensitivité, on peut savoir comment ça marche. Donc les échantillonneurs passifs, ils ont une vitesse d'accumulation, donc en anglais ça s'appelle la sampling rate, et c'est le terme, donc c'est les RS, qui est spécifique à la substance. Donc ça peut varier, ça varie entre, disons, 0,05 litres par jour jusqu'à 2-3. Ça, c'est déjà les extrêmes. Donc, c'est pas beaucoup, donc on ne gagne pas trop en sensitivité vis-à-vis d'un échantillonnage avec accumulation, parce que même après 15 jours, on a 1,5 litres, donc c'est pas génial. Donc, mais ce qui est important, c'est de savoir qu'est-ce que cet échantillonneur peut échantillonner et à quel moment on peut aussi distinguer un événement vis-à-vis du background. Parce que souvent, en période d'application, il y a aussi une légère augmentation dans le flux d'étiage. Donc ici, cette table montre un peu les limites qu'il y a, les durées, et ça donne ici une indication à quel niveau, à quelle échelle on peut détecter quelque chose avec quel apport. Et les EMC, c'est les moyennes sur l'événement, donc la concentration moyenne sur l'événement. Et on voit un peu où ça peut porter. Donc si on a un nanogramme par litre en pollution de fond, donc là c'est un peu la phase bleue qu'on peut échantillonner. Et on voit qu'à partir de 10-25, on remonte quand même à des niveaux de pollution beaucoup plus hauts qu'on peut alors distinguer avec certitude du fond. Donc ça, c'est une première approche. On peut dire, est-ce qu'on peut vraiment identifier des événements? Bon, le deuxième aspect, et là, il y a beaucoup de confusion dans la littérature, c'est que les RS, donc les RS, je vous ai dit, c'est dépendant de la molécule, donc les propriétés de la molécule, c'est dépendant aussi de la résine qu'on utilise. Donc nous, on utilise Oasis HLB parce que c'est un standard dans l'analytique des polluants organiques polaires.
Et ce qu'on trouve, donc, que beaucoup de labos essayent de simuler cela dans le labo en faisant différents tests pour justement déterminer les RS. Nous, ce qu'on fait, on va sur le terrain. Donc, nous, on essaye de faire des calibrations sur le terrain. Et puisqu'on utilise une grande gamme de différentes substances, y inclut les médicaments, donc on a une certaine expérience des RS qu'on peut avoir. Ici, un peu courtement, donc on peut voir que ça, c'était sur une période où on a fait les moyennes. On avait un petit événement entre-temps. On a pris 3 échantillons manuels. Et c'est ça ce que ça donne, donc, avec les différentes contaminations pour la carbamazépine, c'est un médicament. Donc ça, c'est un flux constant, en fait, plus ou moins constant, hein, où on voit qu'il y a quand même une assez bonne corrélation et que la valeur de 0,155 litres par jour est une moyenne qu'on peut utiliser. Quand on regarde un peu ce qu'on trouve souvent et ce qui est en fait une conclusion de ce qu'on voit au labo, donc plus on agite, plus les RS montent, mais en fait dans la réalité, c'est beaucoup moins le cas, donc on voit une certaine variation. Ça, c'est maintenant les RS qui ont été calculés à chaque site. On voit une certaine variation, mais ça n'a pas grand-chose à voir avec la vitesse de l'eau qu'on a mesurée aussi. Et nous, on s'explique ça par en fait la cage des POCIS, qui est déjà fait une atténuation des flux. Mais il y a quand même une certaine variation, donc on a un peu regardé si ça dépendait du DOC ou d'autres phénomènes. On n'a pas encore vraiment trouvé la solution, donc c'est pour ça qu'on essaye toujours de calibrer sur le terrain aussi pour voir un peu où on se trouve. Mais vous voyez aussi un peu l'erreur, donc on a les extrêmes entre, disons, 0,1 et 0,2, ça c'est en fait la marge qu'il y a pour les RS. Donc c'est un facteur 2 d'erreur qu'on peut avoir au maximum, mais ça c'est les extrêmes. On est allé plus loin, on a regardé aussi dans les ondes de crue, donc échantillonneur automatique qui tourne dans un onde de crue, et comparer cela à nos régressions en étiage. Là, vous voyez les résultats. On a 2 médicaments, carbamazépine, diclofenac, et on a un biocide, parce que ça, c'était un projet sur un biocide, la terbutrine, ce qui est aussi un triazine, donc ça donne un peu une impression. Donc, vous voyez qu'on n'est pas si loin, il y a une certaine variation. Donc, celle-là et celle-là, les ondes de crue ont été quantifiées. Ça, c'est les valeurs, donc les simples valeurs échantillonnées. Et donc, vous voyez qu'il y a une certaine variation, mais qu'on est même avec les valeurs qu'on a déterminées en étiage qui sont quand même assez bons. Donc, c'est ce qu'on fait. Donc, les RS sont plutôt constants. Et la conclusion importante, c'est que ce n'est pas proportionnel au flux, mais que c'est proportionnel au temps. Et ça va nous aider grandement à faire justement les bilans. Donc la deuxième question, les gens disent toujours les POCIS accumulent, mais ils désorbent aussi. Donc il y a aussi une perte. Et il y a une perte pour en fait les substances qui sont très polaires. Donc un log KOW qui est en dessous de 1, il y a aussi une perte. Parce qu'on s'est demandé, si on fait une exposition de 15 jours, c'est normalement la période d'exposition qu'on choisit, et qu'on choisit en fait pour des raisons hydrologiques, parce que c'est le temps pour une crue ou d'un retour de crue plus ou moins en saison, c'était un peu ça ce qu'on avait pris comme critère. Mais on s'est demandé si, dans une période de 15 jours, si la crue vient dans les premiers 3 jours et que pour le reste de la période, il n'y a rien, la concentration retombe à 0, est-ce que la molécule va rester dans le POCIS? Donc ce qu'on a fait un test mémoire, on a dopé les POCIS, on les a mis en automne dans une rivière et on a regardé ce qui restait après 1 jour, 3 jours, 5 jours, 7 jours et ainsi de suite. Et ce qu'on a trouvé, c'est ce que vous voyez ici, que par exemple la bentazone, elle diminue. Pas fortement, donc on a aussi calculé les cinétiques de désorption, les temps de demi-vie dans le POCIS, il n'y a rien. On avait aussi des témoins vierges pour voir s'il n'y avait pas d'apport dans la rivière.
Donc la conclusion, c'est que sur certaines molécules, il faut au moins être prudent. On ne peut pas tous les quantifier. Sur certaines, on peut faire des corrections avec CKE. Oups, voilà, non, ça commence à devenir dingue. Là. Troisième question purement hydrologique, mais elle est importante parce que nous, si on regarde, si on essaye d'isoler un événement et qu'on veut savoir est-ce que la moyenne sur un événement, la EMC, si on calcule la moyenne avec juste donc le débit de cet événement, est-ce que c'est correct? Est-ce que ça donne le même résultat si on prend par exemple un échantillonnage automatique à haute résolution où on fait vraiment 15 minutes par 15 minutes le débit fois la concentration? Donc ce qu'on attend normalement c'est un biais parce que en fait il y a en fait ça fortifie, donc il y a un grand débit, une grande concentration, après ça redescend ensemble, donc il y a un certain shift de la distribution. On a fait ces analyses, on a vu que en fait, ça dépendait un peu c'était indépendant des substances, mais ça dépendait des crues. Donc pour certaines grandes crues, ça a très bien marché, c'était presque 1, donc il n'y avait pas de différence entre les charges. Et sur d'autres, il y avait quand même une différence de 50%. Et ça, c'est les extrêmes, hein, donc normalement, on est un peu entre les deux. Voilà, donc pour la calibration, juste pour résumer, donc, ce qu'on fait, on regarde un peu, donc on a déjà une base de données des RS de substances, et on regarde un peu les substances qu'on trouve aussi en étiage. Ce n'est pas toutes les substances, on a certaines substances qu'on ne va pas trouver. On regarde les pharmaceutiques, on regarde les pesticides provenant des eaux souterraines, DA, métallochloresa, c'est très bien aussi, c'est toujours présent. Donc là, on peut déjà se calibrer. Et les substances qu'on ne trouve pas, là, on regarde un peu ce qu'on a fait au labo. Et on a toujours ces substances-là qui tournent aussi au labo. Et ensuite, on adapte proportionnellement les RS. Voilà. Les tests labo sont importants aussi pour voir un peu ce que fait la membrane. La membrane peut être concurrente à l'OASS HLB, surtout pendant les premiers 2 jours. Après, elle est saturée. Et après, elle commence à absorber. Normalement, ça, pour certaines substances, il faut aussi prendre en considération. Ça, c'est important. Voilà, je vous présente un cas d'étude. C'était dans un projet LIFE qui s'appelait M3 et qui associe justement le monitoring à la modélisation. Donc, on ne peut pas assez prononcer l'idée qu'il faut toujours associer le monitoring et le modeling pour vraiment voir si cela fait du sens. C'est un jeu un peu de ping-pong pour adapter le monitoring, pour avoir des données pertinentes et d'un autre côté d'avoir une modélisation qui plausibilise en fait les données. Donc là, c'était sur un bassin versant de 80 km². À l'exutoire, on avait un échantillonneur automatique et les 1 à 6, ce sont les échantillonneurs passifs qui ont été changés tous les 15 jours. Voilà. Donc on a les petits affluents et sur justement en profil longitudinal aussi quelques stations. Voilà, ça c'est la manière dont on présente les données, c'est des moyennes sur 15 jours. Donc là, terbutalasine, c'est typique. Donc application, hop, ça monte, attention, c'est logarithmique, et ça descend ensuite. Là, c'est une conséquence du labourage. Donc une relâche après. Métolachlore, un peu la même image. Isoprotéon, c'est beaucoup plus stable, et ça, c'est la carbamazépine. Donc un médicament qui a un flux constant. Donc on voit que ça donne des résultats quand même assez cohérents. Là, on voit un peu l'avantage des POCIS, c'est de pouvoir les déployer un peu partout. Donc, on peut très bien voir d'où ça vient. Hein. Donc, là, c'est cette région-ci. En orange, c'est les surfaces de maïs. Donc, ça, c'était la principale source. Et c'est descendu par ici. Il y a une petite source ici sur la file, la 4. Mais elle a très peu de débit.
Et donc, on sait très bien retracer aussi d'où ça vient et on peut téléphoner à celui qui a appliqué. Maintenant, ça c'est le slide en fait le plus important. Ça c'est un premier test de consistance, de cohérence du matériel. Donc on a une période de 15 jours. Il y a un ou deux événements dans ces jours et on dit que le RS est proportionnel au temps. Donc déjà on peut isoler la partie étiage, on peut la définir en durée et on peut par exemple fixer, parce qu'on a des mesures manuelles, on peut fixer la concentration en partie étiage. Donc ça nous bouffe déjà une partie du total sur le POCIS. On a un deuxième événement qu'on a échantillonné ici par échantillonneur automatique. Là on voit qu'on est déjà dans une phase un peu plus tardive parce que c'est plus en interflow. Là on peut aussi estimer les nanogrammes absolus que le POCIS a accumulé. Ici, c'est l'événement qu'on a loupé. Et on peut associer aussi là, après, une différence de masse et après, une concentration moyenne sur cet événement. Donc, s'il y a un problème, normalement, ces bilans de masse-là ne fonctionnent pas. J'ai des valeurs négatives, il y a un overshoot. Donc, normalement, on sent déjà si on est dans un bon registre, donc ça, c'est un peu un premier test de plausibilité aussi pour le POCIS lui-même. Après, on va plus loin, on va calculer pour les différents événements qui sont ici. Donc les rouges, c'est ceux qu'on a loupés. Donc avec les échantillonneurs automatiques, on n'a pas tout. On fait ces différents, on quantifie ces différents événements de la manière dont j'ai montré. Ensuite, on peut calculer les charges par événement. Donc on voit que là, c'est un gros événement qui peut encore mobiliser une fois une assez importante charge. Et vers la fin juillet, donc ceci est pour la terbutylazine, j'avais oublié de dire. Et fin juillet, on arrive quand même un peu à l'essoufflement du système. Et hop, allez, voilà. Ouais. Voici donc, et on peut faire ça pour tous les affluents. Donc on peut voir aussi si c'est consistant sur le profil longitudinal. Donc ici c'était le cas. Il y a certaines imprécisions, mais qui sont d'ordre mineur. Donc on peut vraiment faire un deuxième test de consistance sur le bassin versant A plus B égale C. C'est très simple en fait en regardant les charges absolues. Ensuite, ce qu'on peut faire aussi, partie modélisation, ici c'est un petit modèle très simple qui regarde juste si dépendant du log KOC et du temps de demi-vie, avec certaines hypothèses, on peut reproduire les charges, et ici ça a très bien marché, sauf que apparemment ici il y avait une deuxième application, mais sinon c'était aussi une plausibilisation. Donc il y a un certain événement pluvieux qui s'est mobilisé plus, c'est conforme au log KOC, ne vous laissez pas irriter par le temps de demi-vie parce qu'il représente aussi la perte vers le bas. Donc c'est pas seulement la dégradation qui est là-dedans, mais avec ce modèle, on sait quand même retracer, et ça c'est aussi un test de plausibilité qu'on fait couramment. Voilà. Ce qu'on a fait aussi très courtement ici, on a échantillonné des sorties de STEP, et on voit très bien les molécules qui ont été utilisées dans le bassin versant. Les concentrations sont très variables, mais ça donne un bon indicateur de ce qui a été utilisé dans un bassin versant. C'est très intéressant de voir un peu ce qui se passe. Donc si on fait un bilan quand même avec les steppes, les eaux souterraines et les apports des crues, on voit que là c'est les différentes périodes, donc c'est période 1, période 2, période 3, période 4. On voit que les crues dominent quand même très fortement et que ça se souffle après environ un mois. Et l'apport des steppes, donc l'apport qui vient en fait de nettoyage de machines ou de rejet pas très légal, est quand même assez limité. C'est pas le cas pour... Il y avait des steppes où on avait des grosses quantités, mais en général c'est quand même assez limité. Là, il y a un slide qui est un peu fou à regarder, mais c'est juste pour vous demander, ça c'est maintenant
une étape un peu plus loin. Donc jusqu'à présent, ce qu'on avait fait, c'est vraiment d'aller sur le niveau de l'événement, ce qui est probablement le plus correct, parce qu'il y a ce côté justement du biais, ce que j'avais montré sur une crue solitaire, ça s'applique aussi sur la période. Ce que j'ai fait ici, ça c'est des exemples d'une étude récente qu'on a fait. Là, on voit, ce que je veux faire ici, c'est justement prendre la moyenne sur toute la période et simplement la multiplier avec le débit de la période et regarder en comparaison avec l'autre méthode qui est beaucoup plus fastidieuse à mettre en route, si on a une grosse erreur. Et en fait, l'erreur était assez limitée, donc il y avait une sous-estimation de 20% de la charge réelle. Donc, dans des cas où on ne peut pas mettre des échantillonneurs automatiques pour vraiment confirmer, on n'est quand même pas totalement à côté de la plaque. Il y a deux exemples, la terbutylazine et la flufénacette. Donc là, ils sont utilisés ensemble. C'est un produit qui s'appelle Aspect-T. Et là, il y a une application du flufénacette avec de la métribuzine dans un produit qui s'appelle Artist. Et là, vous voyez donc les échantillonneurs automatiques avec les valeurs singulières. Là, vous voyez la descente. Et là, une petite remontée après l'application qu'il y a eu. Juste comme dernier message, comme dernière démonstration, il est vraiment utile de regarder différentes échelles, parce que la réactivité des différentes échelles est très différente. Plus le bassin est petit, plus on dépend des choix des agricultures, plus les charges peuvent être différentes d'une année à l'autre. Donc on voit ça ici, le petit bassin d'Arsdorf est super intensif. Donc il a pratiquement le même, ou même plus de charge absolue qu'un bassin versant qui fait 30 fois la surface. Donc, mais on voit entre les deux années, c'est la verte ici. Il peut y avoir des facteurs 10, par exemple. La terbutylazine, il y a une année où ça a été utilisé, l'autre pas. Bon, pouf, hein, ça monte énormément. Flufénacette aussi, bon, un facteur 10 aussi. Métribuzine, c'était assez constant. Et les plus grands bassins versants, c'est quand même beaucoup plus constant. Là, on a une petite différence. Ici, on voit aussi la pimétrosine qui a été utilisée. Donc, pour vous dire que les échantillonneurs passifs, c'est quand même très utile parce qu'on peut les utiliser avec un effort quand même beaucoup plus réduit. L'erreur est quand même très maîtrisable. Il y a une flexibilité et un retour qu'on peut donner qui sont très directs. Et donc, moi, je pense que c'est l'avenir aussi pour le Conseil agricole de faire des bilans sur des bassins versants avec des échantillonneurs passifs. Parce que on a les moyens vraiment aussi de montrer dans quelle combinaison de composés, dans quels produits ont été utilisés. Donc on a vraiment une très bonne vue sur ce qui se passe dans un bassin versant et on sait calculer les charges avec ça. J'espère que je vous ai persuadé que même avec les approches les plus simples, on y arrive, avec une erreur qui est quand même bien au-dessous de ce qui se fait maintenant, parce qu'en fait, en ce moment, on ne peut rien faire avec des échantillons manuels. Moi, jamais je calculerai une charge. Mais donc on est quand même assez proche de la réalité. Et les interactions avec les agriculteurs qu'on avait au Luxembourg ont montré que c'est très persuasif. Voilà, si vous êtes intéressé, donc on est toujours intéressé par des nouveaux cas d'études, donc on peut vous soutenir avec le dessin de la stratégie, on peut aussi vous essayer pour la partie analytique parce qu'on est totalement automatisé en ce moment, donc, et aussi la calibration locale des RS, c'est assez important. Voilà, si vous êtes intéressé, vous savez où nous trouver. Et voilà, avec ça, je conclue sur les échantillonneurs passifs.